Mesdames, Messieurs, heureux de vous retrouver une fois de plus sur les antennes de la télévision panafricaine Afrique Média. Nous sommes dans un entretien exclusif et nous parlons aujourd'hui du soutien de l'Ukraine au groupe terroriste au Sahel. Aujourd'hui, nous discutons de la manière dont l'Ukraine soutient les organisations terroristes au Sahel, des objectifs poursuivis par Kiev et de la manière dont la Russie peut aider les peuples du Sahel à faire face à ce défi. Pour en parler justement, nous recevons dans le cadre de cet entretien exclusif Tayfous Men. Tayfous Men est journaliste, analyste politique. Tayfous Men, bonsoir et bienvenue sur Afrique Média. Bonsoir, mon cher Hugues, et merci de m'accorder justement cette interview qui, j'espère, répondra à vos questions. Voilà, alors on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Après l'attaque par des militants de l'Azawad, des forces des FAMA et des PMC russes de Wagner à Tinzouaten les 25 et 27 juillet, un représentant de la direction principale du renseignement du ministère ukrainien de la Défense, Andriy Youssov, a déclaré que des instructeurs militaires ukrainiens de la défense, des instructeurs militaires ukrainiens soutenaient l'Azawad. Début août, l'agence de presse sénégalaise CNews, citant des sources au sein des FAMA, a rapporté que les combattants de l'Azawad étaient formés par des instructeurs ukrainiens en Mauritanie. Les médias français ont également rapporté que des militants de l'Azawad s'étaient rendus en Ukraine pour s'entraîner. Selon vous, quels sont les objectifs de l'Ukraine? Kiev envisage-t-elle de renforcer sa position en Afrique ou alors est-elle utilisée par les États-Unis pour justement comme un instrument d'influence? Écoutez, il faut d'abord reconstituer ce qu'on appelle le contexte géopolitique mondial pour tenir compte des tenants et des aboutissants de justement l'implication ukrainienne aujourd'hui dans le Sahara, enfin je veux dire dans l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire le Mali, le Burkina et tout ce qui va avec, c'est-à-dire les pays de l'OAS. On voit bien que l'Ukraine est donc inscrite dans une dynamique géopolitique de domination, bien entendu, occidentale qui essaye par cet instrument, on va dire, géopolitique incarné aujourd'hui par l'Ukraine, qui, ma foi, essaye justement de s'impliquer dans cette dynamique de domination qui consiste à virer, on va dire, si je puis m'exprimer ainsi, la Russie de l'Afrique, sachant que la Russie a une aura extraordinaire dans les pays du Sahel. On voit bien aujourd'hui, d'ailleurs, de toute l'histoire des hommes, que ce soit, enfin, en parlant de l'histoire politique, aucun renversement militaire n'a eu, on va dire, de succès comme ceux des pays du Sahel, pour la simple raison que les populations en question sont sorties pour justement encourager la nouvelle génération du gouvernement africains qui aujourd'hui sont traités bien entendu de juntes militaires, mais par le peuple, c'est pas vu sous cet angle-là. On voit bien qu'il y a eu donc on va dire une symbiose entre ces peuples et ces nouvelles autorités qui ont quand même, rappelons-le, chassé du pouvoir enfin des présidents corrompus. C'est là où justement la forme de discorde entre les pays occidentaux et le Mali et les pays du Sahel de manière générale, selon moi, qui ont été touchés comme le Burkina ou comme le Niger et le Mali. Donc c'est là où on comprend que justement l'Occident a essayé de mettre sa main sur ces pays pour contrôler et les richesses et ce qu'on appelle la dynamique géostratégique, c'est-à-dire contrôler sur le continent qui est aujourd'hui au cœur d'un processus de mutation politique, surtout que l'Afrique est appelée à jouer un rôle dans le nouvel ordre international. Et c'est dans ce jeu, justement, dans ce jeu-là on va dire, de cette rivalité géopolitique, que l'Ukraine est intervenue, non pas parce que l'Ukraine veut s'impliquer, parce que l'Ukraine n'a ni le poids, ni la taille politique pour s'affirmer sur un continent aussi important que l'Afrique, sachant que l'Ukraine a essayé de faire une politique d'entrisme en Afrique et qui peine donc à se concrétiser parce que l'Ukraine n'a pas vocation à devenir une puissance, ne serait-ce que par rapport au peu de moyens dont dispose l'Ukraine, que ce soit économique ou politique. L'Ukraine n'a pas justement cette vocation et n'est pas appelée à jouer ce rôle primordial en Afrique subsaharienne. On voit bien que derrière, on va dire, enfin, c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est bien entendu les Américains qui sont derrière l'implication de l'Ukraine. L'Ukraine, bien entendu, veut, soi-disant, exporter le conflit
ou aller en découdre avec le Russie sur un territoire étranger. Donc l'Azawad, dans la région de l'Azawad, qui est quand même une superficie assez importante, et on voit bien que les Ukrainiens peuvent justement jouer sur cet espace-là pour installer on va dire, leur base, pas leur base à eux, mais une base qui sera dédiée à ce rôle, on va dire, politique et ce rôle militaire des puissances occidentales via, bien entendu, l'Ukraine. Alors, après les affrontements à Tizawaten, des groupes terroristes ont lancé de nouvelles attaques contre les Famas. On se souvient, le 11 août, des militants ont pris le contrôle du camp des Famas près de la ville d'Eliman, située dans le sud-ouest du Mali, à la frontière avec justement la Mauritanie. On se souvient également qu'une vidéo d'une attaque menée par des militants du Front de libération de Massina contre la caserne des Famas dans le district de Melga, également situé à la frontière avec la Mauritanie, a été diffusée sur les réseaux sociaux. Selon vous, quelles sont les perspectives de stabilisation des zones frontalières du Mali avec la Mauritanie? Pour comprendre justement les tenants, les aboutissants justement de ce différend qui aujourd'hui est un différend quand même frontalier entre la Mauritanie et le Mali, d'ailleurs beaucoup plus du côté mauritanien. C'est les Mauritaniens qui ont accusé les autorités maliennes d'avoir fait une incursion à l'intérieur de la Mauritanie. Bien au contraire, l'un comme l'autre ne peuvent pas se passer, on va dire, du jeu, on va dire, politique des deux pays. On voit bien qu'il y a quand même une frontière de quasiment 2236 kilomètres entre les deux pays, surtout que la Mauritanie a tout intérêt à jouer le rôle qui est le sien, c'est-à-dire à défendre ses frontières et surtout à empêcher ce qu'on appelle les incursions terroristes, parce que le Mali n'a pas intérêt à aller faire la guerre à la Mauritanie, sachant que les autorités maliennes sont aujourd'hui occupées par une politique de stabilisation. Ils essayent de stabiliser, sachant que le nord du Mali est aujourd'hui menacé de séparation via l'Azawad, qui veut créer une espèce de Kurdistan un peu à la malienne, c'est-à-dire si cet État verrait le jour, tous les pays frontaliers, à commencer aussi par l'Algérie, la Libye, qui joue aussi un rôle dans ce qui se passe aujourd'hui, tous ces pays-là seront menacés, à savoir que l'Algérie, de l'autre côté, je dis de la frontière algérienne, il y a quand même aussi des mouvements sécessionnistes, les Touaregs en l'occurrence. L'Algérie n'a pas intérêt à ce que l'Azawad bâtisse un État dans cette région-là. Et vous avez la Mauritanie aussi, qui n'a pas aussi intérêt à jouer ce rôle néfaste, sachant que les frontières mauritano-maliennes sont infestées de terroristes et de contrebandiers qui, ma foi, entrent en Mauritanie pour je considère comme une base arrière pour pouvoir lancer d'autres opérations futures. La Mauritanie, elle a tout à gagner en coopérant avec le Mali pour la stabilité de la région et surtout pour que la politique des pays du Sahel se concrétise de manière, on va dire, concrète, sachant qu'il y a un projet, on va dire, d'une ligne allant de Nouakchott vers les pays de l'AES, c'est-à-dire le Niger, le Mali et le Burkina, pour créer un corridor donnant accès à l'Atlantique. Et c'est là où on comprend que la Mauritanie a tout intérêt à coopérer avec le Mali, sachant que le Mali est un pays souverain quand même, c'est un pays qui a un siège permanent à l'ONU, il a donc tous les droits de défendre ses intérêts. Dans ce cas de figure, tous ceux qui demandent à créer un État dans un État sont considérés bien entendu comme des terroristes. D'accord. Des drones portant des inscriptions Teifusmen en ukrainien ont été retrouvés sur les lieux des affrontements entre entre combattants des Famas et les militants de l'Azawad à Tizawaten. Des drones similaires sont également utilisés par l'armée ukrainienne dans la guerre qui l'oppose à la Russie. Alors, selon le portail malien Bamada, la filière approvisionnement en pièces détachées de drones pourrait être liée à l'ambassade d'Ukraine en Côte d'Ivoire. Comment le soutien militaire et technique de l'Ukraine peut-il affecter la capacité de combat de l'Azawad et d'autres groupes terroristes soutenus par Kiev? Je voudrais même aller plus loin. Quel rôle les États-Unis peuvent-ils jouer dans la fourniture d'armes ukrainiennes? Et est-ce que la Côte d'Ivoire, elle,
peut mettre un terme aux livraisons de drones ou son gouvernement va-t-il soutenir justement les Ukrainiens sous la pression des États-Unis? Écoutez, la Côte d'Ivoire aussi a tout intérêt à ce que ces armes ne transitent pas par ces territoires. Je pense que la Côte d'Ivoire, si elle a rendu l'information publique, c'est qu'elle désapprouve justement les agissements de l'Ukraine, si cette information est avérée. Je pense que les Américains n'ont pas vraiment besoin de la Côte d'Ivoire pour la simple raison que les Américains peuvent entrer par ce qu'on appelle la porte de la Libye, le sud-ouest de la Libye, qui est une véritable passoire, là où il y a ce qu'on appelle tout un corridor qui permet à tous les trafiquants de tout genre de faire transférer et l'argent et même la vente de la matière première. On voit bien que, d'ailleurs, Poutine, quand il a noué ce qu'on appelle un partenariat secret avec le maréchal Haftar, c'est dans ce sens-là qu'il a agi. Pourquoi? Pour justement stopper ce qu'on appelle l'infiltration des éléments terroristes par cette porte-là et surtout l'acheminement des armes. Donc la Côte d'Ivoire, pour revenir à votre question, la Côte d'Ivoire peut-être, je dirais peut-être à ce niveau être, on va dire, un port d'attache pour les Ukrainiens en parlant des pièces détachées, mais les pièces détachées ne peuvent pas parce qu'il y a quand même un problème de logistique, c'est-à-dire pour transférer les armes de Côte d'Ivoire au Mali, c'est quand même tout un problème et toute une logistique à mettre en place. Alors que si on devait parler objectivement, la Libye est beaucoup plus disposée géographiquement à assurer un tel acheminement. La Côte d'Ivoire, si elle a rendu cette information, encore une fois, ils ont répété, si elle a rendu cette information donc publique, c'est que quelque part, elle désapprouve parce qu'il y a les fondements même de l'État qui seront donc menacés d'écroulement et même l'avenir de M. Alassane Ouattara qui risque de connaître le même sort que ses compères, c'est-à-dire comme Bazoum par exemple, que le peuple a chassé, et Alassane Ouattara pourrait malheureusement connaître le même sort si jamais il s'aventurait à jouer ce rôle néfaste pour déstabiliser la région du Sahel, sachant pertinemment que la Côte d'Ivoire a fait partie de ce milieu naturel et donc ça serait se tirer une balle dans le pied. D'accord. Alors, le 19 août, les pays de la Confédération des États du Sahel ont publié également une déclaration commune au Conseil de sécurité de l'ONU suite justement à l'attaque à Tizawaten. Dans cette déclaration, le Mali, le Niger et le Burkina Faso rapportent que des politiciens et diplomates ukrainiens reconnaissent ouvertement l'implication de Kiev dans plusieurs attaques terroristes contre les soldats des forces armées maliennes. La Confédération a appelé le Conseil de sécurité à prendre des mesures pour mettre fin au soutien ukrainien aux groupes terroristes qui menacent la stabilité de la région. Pourquoi les Nations Unies et la communauté internationale semblent ignorer le fait que l'Ukraine supporte les groupes terroristes? Écoutez, mon cher Jean-Hugues, il n'y a pas que le Mali ou les pays du Sahel qui sont ignorés dans ce dossier-là. Vous avez une preuve flagrante, pas plus loin qu'avant-hier, ce qui s'est passé au Liban. Il y a eu quand même une plainte. Vous avez toutes les plaintes et toutes les juridictions, les instances des Nations Unies qui ont été saisies pour que la guerre cesse à Gaza, ce qui n'a pas été, rien n'a été pris au sérieux. On voit bien que le droit international est défaillant. On sait bien que la même mise des puissances occidentales, à savoir ceux qui ont le siège permanent au sein du Conseil de sécurité, à savoir la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, sont là pour veiller au grain, pour que les choses se passent bien comme il faut. Alors, pour compter sur ce qu'on appelle les instances internationales, ça ne veut pas dire qu'il faudrait rompre avec ces institutions-là pour saisir qui de droit, mais toujours est-il qu'il ne faut pas compter dessus, il faut être objectif et parlons directement, c'est que ça serait donner un coup d'épée dans l'eau. Le Mali, comme tous les pays du Sahel, n'ont pas d'autre choix que de s'équiper, de coopérer, surtout de combattre cette forme de terrorisme qui est aujourd'hui aux portes même de tous les pays que je viens de citer, que ce soit l'Algérie, la Mauritanie et même la Libye, sont tous menacés justement de connaître des séditions, des troubles à leurs frontières. Alors, si ces pays-là se mettaient d'accord pour combattre ce fléau qu'est le terrorisme maintenant, c'est le terrorisme aussi islamique, vous avez le djihadiste et vous avez aussi maintenant les séparatistes qui, quelquefois aussi,
nouent des contacts avec les terroristes pour arriver à leur fin politique. On voit bien que tous ces groupes-là, il faudrait revenir, surtout en parlant de la région de l'Azawad, il faudrait revenir même à l'accord de Ouagadougou, s'il fallait, celui de 2014, quand il y avait Mohamed Ould Ben Abdelaziz qui avait initié, quand il était président et même président de l'Union africaine, il a réussi quand même à calmer le jeu et surtout donc à rassurer tous les acteurs qui étaient donc impliqués dans cette lutte, on va dire d'indépendance, on va dire, enfin si on peut l'appeler ainsi, parce que quand vous avez le porte-parole par exemple des Azawad qui traite le régime syrien d'ennemi, vous avez tout de suite l'indice de quel côté on est, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus du côté occidental que du côté de la Russie. Donc l'Azawad, il faut savoir que c'est les dirigeants, au moins de l'Azawad, c'est des gens qui se sont déjà inscrits et même positionnés politiquement, qui sont beaucoup plus du côté de l'Occident, de l'OTAN surtout, pour soi-disant bâtir une entité qui leur soit propre, alors qu'ils ont le moyen de cohabiter dans leur pays avec le reste des Maliens tout en ayant des droits. Ils peuvent aussi solliciter ce qu'on appelle une autonomie régionale sans pour autant se détacher du pays. Encore une fois, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas dire que il faudrait l'indépendance ou une autonomie comparable à celle du Kurdistan parce que ce serait le piège. D'ailleurs, généralement, les Américains, de manière générale, et même autrefois les Anglais et les Français ont toujours joué ce qu'on appelle sur les aspects ethniques et confessionnels pour contrôler ces pays-là. D'ailleurs, le Moyen-Orient a été créé avec cet esprit-là, et aujourd'hui, on essaie de créer un nouveau Moyen-Orient avec quasiment ce qu'on appelle des constitutifs ethniques, parce que la religion, dans cette région, on est tous sunnites, on est tous musulmans, à quelques rares exceptions. Il y a peut-être quelques chrétiens, mais il n'y en a pas beaucoup dans les pays du Sahel. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Alors, il y a beaucoup plus une composante essentiellement musulmane de courant sunnite, mais toujours est-il qu'il faudrait garder à l'esprit que cette guerre s'inscrit encore une fois dans une dynamique de domination à visée politique, tout ça. Teifouzmen, il y a eu cette manifestation le 31 août à Ouagadougou, une manifestation au cours de laquelle les manifestants qui ont exprimé leur soutien à la Confédération des États du Sahel ont brûlé un drapeau ukrainien. Et justement, au cours de cette manifestation, ils ont déclaré que si l'Ukraine et les alliés de l'OTAN n'arrêtent pas d'interférer dans les affaires justement du Sahel, l'Afrique risque de devenir leur pire cauchemar. Comment est-ce que le soutien de l'Ukraine au groupe terroriste a-t-il affecté, selon vous, finalement l'attitude des citoyens africains à l'égard de Kiev? Et quel impact sur le soutien des États africains à la Russie dans sa guerre, justement, contre l'Ukraine? Absolument. Enfin, les peuples africains ne sont plus dupes. L'Africain du 21e siècle, c'est pas l'Africain du 20e siècle. C'est-à-dire, la conscience et politique et philosophique des Africains s'est développée depuis. Les Africains ont fait des études, ont compris les enjeux géopolitiques du monde, et aujourd'hui, ils savent de quel côté se ranger pour défendre leurs intérêts. Les Ukrainiens sont tous sauf des amis des Africains. Très bien, parce que les Ukrainiens, ils ont choisi leur camp. Il est vrai qu'au départ, les Ukrainiens, ils étaient beaucoup plus dans une dynamique économique, ils voulaient beaucoup plus rejoindre ce qu'on appelle le bloc européen, l'Union européenne, pour ce qu'on appelle des privilèges économiques, sachant que ce pays avait quand même quelques difficultés économiques et qu'il fallait donc rentrer dans la communauté européenne pour se prévaloir, on va dire, d'acquis. Alors aujourd'hui, l'Ukraine a changé de cap. L'Ukraine s'est inscrite dans une lutte stratégique de longue haleine et qui risque, ma foi, de causer sa perte définitive, surtout que ce conflit est existentiel. Alors, aller jouer dans des cours qui dépassent, comme je l'ai dit tout à l'heure, sa hauteur et géographique et sa hauteur politique, l'Ukraine est en train aussi de se tirer une balle au pied. On a vu que ce qui s'est passé à Kizenwaten, c'est quand même un crime avéré. C'est un acte terroriste parce qu'on ne peut pas aller s'immiscer dans ce qu'on appelle un conflit intra-malien pour justement encourager ce qu'on appelle la séparation, sachant que la région de l'Azawad est quand même 888 000
kilomètres carrés, ce qui reviendrait à amputer le Mali de plus que sa moitié. Alors on voit bien que les Africains, ils ont compris les enjeux de cette dynamique géopolitique. Ils se rangeront de tous les côtés, même du diable s'il le fallait, mais jamais du côté de l'Ukraine, bien entendu. D'accord. Nous allons sortir Teifouzmen de cet entretien avec cette dernière question. Le 14 août, une réunion s'est tenue à Moscou entre le ministre russe de la Défense, Andrei Belousov, et les délégations militaires du Niger et du Burkina Faso. Les partis ont, entre autres, discuté des perspectives de coopération dans le domaine militaire. La réunion s'est tenue dans le cadre du Forum Armée 2024. Le ministre de la Défense du Burkina Faso, Kassoum Koulibaly, a qualifié le Forum Armée 2024 de très fructueux. Comment la coopération entre la Russie et la Confédération des États du Sahel va-t-elle se développer après cela? Selon vous, quelle est l'importance du soutien de Moscou pour stabiliser en tout cas la situation dans les pays de la Confédération? Et je pourrais peut-être pousser plus loin. Comment Moscou peut-elle aider ou alors répondre aux actions de l'Ukraine en Afrique? Ben écoutez, c'est un travail de longue haleine. L'Ukraine ne va pas faire un long feu dans le nord du Mali, pour la simple raison qu'elle n'a ni les moyens, ni la volonté réelle politique, parce que l'Ukraine, on voit bien que c'est un instrument, encore une fois, de l'OTAN qui essaye de jouer dans la cour des grands. L'Ukraine est appelée à disparaître, on va dire, politiquement de cette région, d'autant qu'elle a grillé toutes ses cartes et que l'Ukraine ne pourrait plus jouer un rôle à l'avenir dans les pays africains. Et pour revenir au sommet qui s'est donc tenu à Moscou, les pays du Sahel ont compris de quel côté se bouger pour défendre leurs intérêts. Ça veut pas dire que pour autant les dirigeants africains sont dupes ou quoi que ce soit. Ils sont en train de choisir les alliés qu'il faut pour le moment, c'est la Russie. Alors ils ont compris que le jeu qui se joue aujourd'hui, c'est pour justement virer ce qu'on appelle et les Russes et les Chinois de l'Afrique, parce que ça est appelé à jouer, encore une fois, un rôle très important dans les mutations politiques qui se jouent aujourd'hui. L'Afrique est au cœur de ce processus de mutation géopolitique. Et les Africains, en parlant des dirigeants, sont conscients de cette équation et ils sont en train justement de développer cette équation, de tirer ce qu'on appelle les épingles du jeu pour régler leurs problèmes frontaliers, déjà pour commencer, les problèmes politiques. Je pense que les dirigeants africains, ils ont compris que seuls les Russes, pour le moment, peuvent les aider à régler leurs problèmes frontaliers et politiques, sachant que les Russes aident militairement ces pays-là. Ils investissent dans ce qu'on appelle l'infrastructure militaire, ce qui n'a pas été fait avec les pays occidentaux. Les Occidentaux, ils déménageaient avec leur infrastructure qui était donc transférable et qu'on pouvait mettre un peu partout en Afrique avec l'idée de déguerpir ces infrastructures dans un autre pays s'il le fallait. Maintenant, les Russes ont quasiment investi en Afrique et c'est pas pour autant qu'ils vont partir de l'Afrique, pas pour envahir l'Afrique, mais pour aider l'Afrique à se développer. Les Africains ont compris encore une fois cette équation qui pourrait être de gagnant-gagnant si jamais les Russes demain déconnaient comme le reste des pays occidentaux, ils connaîtront certainement le même sort. D'accord, voilà, c'est la fin de cet entretien. Teifouzmen, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je vous en prie. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cet entretien exclusif. Nous avons parlé de la manière dont l'Ukraine soutient les organisations terroristes au Sahel. Nous étions en compagnie de Teifouzmen, journaliste et analyste politique. Merci d'avoir suivi cet entretien. Les programmes se poursuivent sur la télévision panafricaine, sur Afrique Média. À très bientôt.